La colonisation arrivait et voit dans la société burundaise une société antagoniste. Une société antagoniste dans le sens où il y a plusieurs catégories de population, bien sûr. On parle d'amoko, la race, on a parlé de tribus, on a parlé d'ethnie. Et chaque fois, bien sûr, avec une connotation idéologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans le sens de ramener la société burundaise à sa plus simple expression. Ça veut dire une société est capable donc d'émerger ou d'évoluer dans une logique de colonisation. Il fallait plutôt morceler cette société autour des ethnies, autour des tribus. Et la notion la plus retenue par la colonisation, c'est la notion d'ethnie. Au Rwanda, comme en Burundi, on rencontre trois groupes ethniques nettement distincts. Les Batutsi, la race dominante, sont venus du nord, menant leurs troupeaux à la recherche de pâturage. Ce peuple de pasteurs s'adonne exclusivement à l'élevage et professe pour tout autre travail un mépris absolu. Les hommes se distinguent par leur haute stature, la finesse des attaches et leur fière démarche. Il faut noter que les Batutsi ne représentent que 8% de la population qu'ils ont soumise à leur autorité. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Ils cultivent les terres qu'ils avaient progressivement conquises en refoulant les premiers occupants du sol, les pygmées batois, et en détruisant la forêt qui abritait ceux-ci. Leur méthode de culture étant primitive, leur récolte était pauvre. Les Batutsi venus du nord leur apparurent comme des demi-dieux qui leur apportaient une économie supérieure, puisqu'elle n'exigeait apparemment aucun effort, celle de l'élevage du gros bétail. Quant aux Batois pygmoïdes, ils vivaient dans la forêt en petits groupes familiaux, pratiquant la chasse et cueillant les fruits sauvages. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont renoncé à cette vie primitive et sont mélangés à la population du Rwanda-Urundi. Ils excellent dans les métiers de forgeron et de potier. Le commentaire de ce film, produit par l'administration belge, témoigne de la catégorisation de la population burundaise dans les années 50. En 1951, des études anthropométriques sont menées par Jean Yerno au Rwanda-Urundi pour évaluer d'éventuelles spécificités physiques qui distinguent les Hutus des Tutsis. Les résultats ne montreront jamais de distinction claire entre chaque ethnie. Pour le pouvoir colonial, le but de cette catégorisation est aussi idéologique que politique. Asseoir la nouvelle domination coloniale sur la base de hiérarchies dites naturelles, où les Européens occupent le sommet de la pyramide. De son côté, l'Église catholique ne ménage pas les anciens usages, les superstitions et les mœurs dites barbares. Elle s'attaque notamment aux sorciers et aux initiés du culte de Kuba-Andwa. L'important, c'est de l'évangélisation fait progressivement disparaître les cultures traditionnelles, les symboles, les emblèmes de la culture ancienne. On a parlé du culte de Kuba-Andwa. On a parlé du Muganuro qui était une fête nationale et ils vont être remplacés par des pratiques nouvelles telles que l'utilisation du chapelet, l'utilisation de la Bible et des livrets de prière. C'est aussi une incursion de l'Église catholique dans tout ce qui faisait le fondement culturel de la société africaine d'une manière générale. L'exemple le plus flagrant, c'est l'action posée, le geste posé par le père Kanonika quand il va à Muramvya justement pour pénétrer dans la hutte de Kadyenda. Et il va même s'amuser à détrôner ce Kadyenda par la bénédiction, ou disant il chassait les fantômes ou les esprits mauvais qui entouraient ce tambour. Et le Muganuro lui-même va être saboté dans son essence. Tutsis et Hutus ont parfaitement cohabité pendant des siècles. Ils ont la même langue, la même musique, la même culture.
La haine a été forgée et soigneusement entretenue par le colonisateur allemand puis belge dès la fin du 19e. Il n'y a pas trace dans l'histoire ancienne de guerre Hutu et Tutsi. Il y a des conflits entre un souverain et des chefs, entre plusieurs chefs, et dans ces conflits, vous avez des guerriers Hutu et Tutsi avec leurs lances et leurs arcs. Le conflit n'était pas ethnique, il était politique, régional, etc. Et même l'époque coloniale ne voit pas ce genre de conflit. Seulement, l'antagonisme sur le plan idéologique et social émerge à ce moment-là. Je crois que cette chose est discutée, certains le nient, pourtant c'est trop évident. Il suffit de lire toute la littérature coloniale de cette époque. Dès qu'il s'agit du Rwanda et du Burundi, on parle tout de suite de Hutu et de Tutsi. Et on en parle en des termes très simples. Il y a deux peuples, deux races, dit-on. Aujourd'hui, on dit deux ethnies. Les grands Tutsis viennent d'Éthiopie. Les petits Hutus sont des Bantous qui viennent du bassin du Congo. Les uns sont plus intelligents, les autres sont faits plutôt pour travailler et pour obéir. Il se trouve, comme je le disais tout à l'heure, qu'on découvre beaucoup de Tutsis dans l'aristocratie, donc on se dit c'est bien, c'est comme cela, c'est l'ordre naturel. Et cet ordre naturel, on le lit dans les termes de la science de l'époque. À l'époque, dans toute l'Afrique, on classe les populations, on les étiquette, on définit leurs valeurs, leurs mérites, selon un classement racial. Il y a des gens qui sont plus nègres les uns que les autres, disons. Il y a des vrais nègres et des faux nègres. C'est quelle époque à peu près? Au fin 19e, les années surtout 1880-90 et jusqu'aux années 1930-1940. C'est l'africanisme de l'époque, qui est influencé par un modèle à manière de Gobineau. Gobineau, le théoricien de l'inégalité des races, qui a écrit d'ailleurs que l'Afrique, c'était un peuplement nègre, tout à fait sauvage, qui a été ici et là abattardi et élevé par des coulées blanches, comme il dit. Ces coulées blanches, c'est par exemple ce modèle qui joue quand on parle des Tutsis. Alors pour les colonisateurs, donc ils sont en présence de deux races. Il faut s'appuyer sur la race supérieure pour gérer correctement, avec peu de personnel administratif, pour s'appuyer par un système d'administration indirecte sur ces auxiliaires qui semblent d'ailleurs s'y prêter, parce qu'ils ont un sens politique. L'aristocratie se prête à ce système. Et les premiers auxiliaires de cette colonisation, les interprètes, le petit personnel administratif, les policiers, les catéchistes, alors dans le milieu missionnaire, puisque ces pays ont été évangélisés très tôt, tout ce monde va être sélectionné en tenant compte de ce critère, et en particulier du côté administratif, en pensant que les auxiliaires doivent être d'abord les cadres issus de la race supérieure. L'Église catholique, représentée par les pères blancs, l'affirme de façon très claire en disant qu'il faut s'appuyer sur ces éléments qui ont le plus de qualité et qui vont aider à faire monter le pays vers le Christ. Donc il y a un discours absolument cohérent dans les missions chrétiennes et dans l'administration pour valoriser les Tutsis. Vous avez des enfants qui sont des Tutsis, très nombreux d'ailleurs, l'institut d'Astrida. Astrida, c'était le nom de Butare au Rwanda, d'après la reine Astride. Il y avait là une école importante pour former les auxiliaires. Eh bien, dans les années 50, il y a à peu près 4 fois plus de Tutsis que de Hutus dans cette école. Et quand on lit les ouvrages, les petites revues pour les anciens élèves, etc., qu'est-ce qu'on lit? On lit justement que les Tutsis sont une race supérieure faite pour gouverner. Alors mettez-vous à la place des jeunes Tutsis. Il n'y a pas de raison qu'ils ne croient pas ces choses, et qu'ils n'en soient pas flattés, et qu'ils ne trouvent pas que ces Blancs ont raison, puis de toute façon les Blancs ont toujours raison à cette époque. Ils ont la science, et c'est écrit. Quand vous êtes Hutu, au contraire, bien vous êtes automatiquement frustré, même s'il y a si j'ose dire, des bons Blancs qui leur expliquent que quand même, en travaillant bien, ils vont réussir. Malgré tout, ils apprennent et ils entendent tous les jours qu'ils sont moins bien. Moi, je pense qu'il y a toute une génération formée dans les années 40-50 qui va être soit gonflée, si j'ose dire, d'orgueil, soit frustrée. Et cela donne le paysage mental des premières élites du Rwanda et du Burundi à la veille des indépendances. Les nouveaux leaders Hutus, cooptés par le colonisateur, reprennent à leur compte la théorie des trois races. Depuis l'existence du Rwanda, il existe un peuple rwandais, qui est composé de trois races distinctes. Oui. La race Hutu, qui comprend les 85% de la population, la race Tutsi,
d'origine hamitique qui comprend 14% de la population et la race pygmoïde qui comprend à peu près 1% de la population. Or, il se fait qu'au cours de notre histoire, la population Tutsi, la minorité de 14% de la population, a dominé l'immense majorité, comme est appelé en réalité le véritable peuple rwandais. Il a fait peser, cette minorité a fait peser sur lui tout le poids d'une féodalité aussi farouche, si pas plus farouche que la féodalité du Moyen-Âge européen, jusqu'au tout dernièrement, en 1959, où le peuple Hutu, guidé par des leaders sortis des écoles chrétiennes et qui se sont levés contre un seul homme et qui ont commencé la révolution, que nous appelons nous autres la révolution sacrée. La peur s'est installée dans ces pays, c'est devenu l'acteur essentiel. Maintenant, Hutu et Tutsi, c'est quoi? Ce n'est pas être pasteur ou agriculteur, ça n'a plus de sens. Ce n'est pas être bantou ou hamite, puisqu'on disait hamite ou sémito-hamitique. Pour les Tutsis, ça n'a pas de sens non plus, c'est le discours d'une anthropologie dépassée. Il n'y a pas les seigneurs et les serfs, il y a des groupes qui se rappellent le massacre précédent, qui ont peur du massacre suivant, qui se disent « ceux-là ont tué mon oncle, mon frère, ma femme, etc. il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et ils vont recommencer. » Et il y a une espèce d'obsession qui est source de violence anticipée. C'est-à-dire, on l'a vu dans la propagande de la radio des Mille Collines, par exemple à Kigali, entre avril et juillet 94. Quel était l'argument essentiel pour, en quelque sorte, pousser les gens de façon décisive à tuer? C'est de dire, les autres vont vous tuer. Comment vous portez-vous chez vous? Et la sécurité chez vous? Ici à Kigali, on est là, mais la vie humaine est considérée comme celle d'une poule. On coupe les têtes, on tire sur tout le monde, il n'y a plus de sécurité. Dans le quartier de Bilyogo, après la mort de Katumba et Maurice, tout à l'heure, la nuit dernière, un jeune homme a été tué. C'était un taxi. Condoléances, tous les taxis. Essayez de rentrer vite le soir. Ne soyez pas victime de la course derrière l'argent. Fréquentez les bistrots proches de chez vous, même si on ne connaît ni l'heure ni le jour de sa mort. Mais l'obstacle, c'est les africanistes. Ils émiettent, ils fragmentent le paradigme africaniste. Qu'est-ce que les Dogons ont à voir avec les Djerma ou les Songa? Alors qu'est-ce que les Zoulous ont à faire avec les Kikuyu ou les Maasai? Et le résultat est le génocide qu'ils appellent maintenant. C'est eux qui ont fait ça. C'est l'anthropologie coloniale belge qui a créé les Hutus et les Tutsis, qui a opposé les éleveurs et les agriculteurs. Les gens finissent par conscientiser ça et finalement ça a cristallisé la société. Pas autre chose. J'ai été au Burundi, j'ai été au Rwanda, tu ne connais pas la différence. Ils sont tous grands ou tous petits, ils sont tous la même langue, ils n'ont aucune différence. Mais tu ne peux pas quand même opposer un charpentier parisien et un forgeron parisien pour faire la guerre. Il y a des paysans en France. Non, il n'y a pas d'éleveurs, pas d'agriculteurs. On voit bien avec les intempéries qu'ils souffrent et qu'ils sont nombreux. Alors vous n'allez pas faire de ces gens-là quelque chose contre le... C'est l'anthropologie, mais ils ont fait ça partout, les Balouba, aux Zaïre, les Baloubaïsés, d'autres peuples sont Balouba, d'autres Baloubaïsés. On comprend pas? Ils sont avec les Zoulous, le Zimbabwe avec les Karenga, les Shona, c'est la même chose. C'est la même chose partout, ils font ça comme ça. Partout. C'est leur devoir les tribus. Les tribus ne doivent pas s'entendre. Les tribus n'ont rien en commun. Il faut créer ce qu'ils appellent la sociologie dynamique. Ils vous enseignent ça. C'est-à-dire que voici une tribu la plus nombreuse, hein, les Yoruba au Nigeria, mais ils doivent diriger. Hein, les Aoussa sont les plus nombreux, ils doivent diriger le Nigeria. Mais ce n'est pas comme ça. On ne dirige pas au nom du grand nombre des tribus. Hein? Quel est ce pouvoir? Donc le pouvoir va se baser sur le grand nombre et va créer une violence.
Il va créer une violence. Il n'est pas né du... Voilà les africanistes. Toutes les violences politiques africaines, toutes les crises ont été provoquées, entretenues et conscientisées par les africanistes. Ça, c'est leur responsabilité. Il faut que les intellectuels africains leur disent clairement, c'est leur responsabilité. Maintenant, ils n'osent rien dire. Puisque ce sont les experts du Burundi là, ils se cachent maintenant. Mais autrefois, ils faisaient les articles dans Le Monde, les chrétiens, pour expliquer ces choses-là. Et les chrétiens maintenant, ils se cachent aujourd'hui. C'est eux qui ont provoqué cette mentalité des Hamites, hein, d'autres sont Hamites occidentaux, Hamites orientaux. C'est qu'est-ce qu'un Hamite, on ne sait pas trop. Et quand ils veulent séparer l'Égypte de l'Afrique, ils créent la famille qu'ils appellent camito-sémitique afro-asiatique, qui n'existe, aucun savant ne peut faire la moindre démonstration. Ce que je dis, ce n'est pas parce que vous êtes là, mais je dis ça devant eux. Il y en a qui ont commencé à changer à Berkeley. Je dis, mais vous ne pouvez pas faire la démonstration. Il dit, ah ben on savait, on croyait que c'était acquis, mais on croire comment? À Barcelone, on a discuté avec eux, parfois ils veulent nous coller, envoyer quelqu'un de Berkeley, Los Angeles, Californie, je crois que c'est le Phoenix, et puis quelqu'un de Vienne, et puis on met un petit négro au milieu, on va voir comment il va se défendre. J'ai dit c'est du petit jeu, ça, c'est fini. Maintenant, eux, ils ne savent pas, je leur dis clairement, tout en respectant, on vous connaît, on vous aime, mais ça, on ne peut pas admettre. C'est fini cette affaire.